3 personnes sont assassinées sauvagement. Ils ont massacré toute la famille. Des indices précieux parsèment la scène du crime. Il y avait au moins 2 personnes sur les lieux. Du sang et des cheveux mènent à une piste étonnante. Il y avait eu du sang dans la douche. La police organisera une opération d'infiltration pour découvrir la vérité et arrêter les assassins. Cette reconstitution est basée sur le récit de témoins, les preuves de la police et les dossiers judiciaires. 144th. How's an apartment? It's a house. It's a house. What's the problem there? There's been some kind of break-in. Okay, well, just calm down. What's the problem? The two, my friend, his mom and dad. I don't. The two. There's blood. They're not breathing. There's blood all over his face. I don't know. We think they're dead. Le 13 juillet 1994, à 2 heures du matin, des policiers de Bellevue, près de Seattle, répondent à un appel. Le lieutenant Jim Kowalczyk arrive le premier. On avait peu d'informations. Ils avaient dit que le fils était revenu chez lui et qu'il avait découvert les membres de sa famille couverts de sang. Ils ne savaient pas s'ils étaient vivants et si le suspect se trouvait encore là. On s'est approché de la porte en pointant nos revolvers et notre lampe de poche. On a écouté pendant un moment pour se faire une idée de ce qui se passait. Dans la salle familiale, Jim Kowalczyk et son partenaire découvrent la première victime. On a vu un corps, le visage contre le plancher et recouvert d'une espèce de foulard. Elle était tombée par terre et le tissu était recouvert de sang. Elle ne bougeait plus du tout. À l'étage, les policiers font une autre découverte sinistre. On s'est rendu au bout du corridor, à la chambre de parents. J'ai d'abord vu un lit au fond de la pièce, puis des pieds croisés à la hauteur des chevilles. Le reste était une mare de sang. Les blessures infligées à la victime dans cette chambre sont atroces. Il ne reste presque rien de sa tête. Il y avait une énorme tache de sang qui formait un arc sur le mur, derrière le lit. Quand j'ai vu les éclaboussures de sang, la quantité de tissu sur les murs et le plafond, en plus des blessures à la tête et au visage, j'ai d'abord cru que l'arme était un fusil de chasse. En poursuivant la fouille de la maison, les policiers entendent un gémissement. J'entendais du bruit dans la chambre à gauche. Quelqu'un a survécu au massacre. La victime, une femme, était allongée sur le ventre. Je voyais qu'elle respirait, mais je ne voulais pas la déplacer. Il y avait beaucoup de sang dans la pièce. J'ai aussi remarqué des signes de lutte. Le policier appelle les secours. Charlie 2-5. I need a medic ASAP. I got a couple 187s.
Je croyais que l'homme avait tué sa femme et sa fille avant de se suicider. Il se serait allongé sur le lit, les chevilles croisées, aurait sorti ses papiers pour qu'on l'identifie, puis se serait suicidé. C'était ma première hypothèse. Les policiers apprennent que la jeune femme n'est pas le seul membre de la famille à avoir survécu. Atif Rafey identifie les victimes. Il s'agit de sa mère, Sultana, de son père, Tariq, et de sa sœur Basma. Atif était sorti avec son ami Sebastian Burns. À leur retour, ils ont découvert le drame et ont appelé le 911. Comme 2 personnes sont mortes et qu'une autre est entre la vie et la mort, l'escouade criminelle de Bellevue prend la relève. Robert Thompson est l'enquêteur de garde. J'ai su seulement là-bas que je serais le chef. J'étais dans l'escouade depuis quelques mois seulement. Je n'avais jamais été enquêteur-chef dans une affaire de meurtre. L'enquêteur Jeff Gomes assiste Robert Thompson. De mémoire, on n'avait eu qu'un autre meurtre dans ce secteur. Il y avait très peu de crimes dans ce quartier. Les enquêteurs constatent l'extrême violence du crime. Dans ma carrière d'enquêteur, j'ai vu beaucoup de morts et de violence envers les humains. Mais dans la chambre du Dr. Rafey, le choc que j'ai eu en voyant ce qu'on lui avait fait subir me hante encore. Basma a été transporté à l'hôpital et les enquêteurs examinent la scène du crime plus attentivement. Ils réalisent rapidement que la première hypothèse ne tient pas la route. La chambre des parents révèle plusieurs indices. Les patrouilleurs croyaient que c'était des meurtres suivis d'un suicide. Mais en examinant la chambre, on n'a pas trouvé d'armes. Il fallait donc exclure cette possibilité. Cela changeait complètement la perspective de l'enquête. Rien n'était résolu et le suspect était en liberté. Les enquêteurs commencent à reconstituer la tragédie. La chambre de Basma était sans dessus-dessous. Les draps étaient arrachés, il y avait des trous dans les murs et du sang un peu partout. On pouvait supposer qu'elle s'était défendue contre son agresseur. Comme Basma et Tariq, Sultana semble avoir été agressée avec un objet contondant comme un bâton de golf. La maison est remplie de boîtes à moitié vides qui donnent l'impression qu'un cambriolage a tourné au massacre. Un magnétoscope semble avoir disparu et plusieurs boîtes ont été fouillées. Les policiers ne trouvent ni arme du crime ni trace du meurtrier. Comme leur unique témoin lutte pour sa survie à l'hôpital, les enquêteurs espèrent qu'Atif Rafey et son ami pourront les aider. Ils ont trouvé les corps et peuvent peut-être éclairer les policiers. Ces témoins clés peuvent nous aider à mieux comprendre la situation. Ils connaissent l'histoire de la famille et savent peut-être si des gens leur voulaient du mal.
I may have gone up to her. Les deux adolescents vivent à Vancouver. Atif Raffey, qui a 18 ans, étudie à l'université Cornell. Sebastian Burns, qui a également 18 ans, est le meilleur ami d'Atif depuis le secondaire. Atif raconte que sa famille s'est installée récemment à Bellevue. Pour sa part, il est resté au Canada. Il était en visite chez eux avec Sebastian. Tell me what happened last night. We spent most of the day with my family. Okay, Mom, we're leaving now. Don't wait up for us. Don't be late, okay? We left the house around 8:30. Borrowed my dad's car. Les adolescents ont mangé dans un restaurant du quartier puis sont allés voir un film. Let's go, buddy! Lion King! After that, we drove into Seattle. We ended up grabbing a snack at a cafe called Steve's Broiler. We got home at about 2 a.m., parked the car, went into the house. Then, I guess that's when we saw the body on the floor. What did you do? I may have gone up to her. I can't remember. I don't know what I did. I don't think she was moving. There were boxes and stuff everywhere. And I saw his blood all over the wall. I was freaking out. Atif découvre le cadavre de son père et entend sa sœur gémir. Il est complètement affolé. And I just couldn't take it, so I ran. And I picked up the phone, and I called 911. My friends, his mom and dad, we think they're dead. Atif et Sebastian remettent leurs vêtements aux policiers pour une analyse de routine. Ils sont libérés et conduits à un motel. Basma, qui aurait pu aider à résoudre ce crime, s'éteint quelques heures après le drame. Elle est morte vers 7 heures du matin. On a appris par la suite qu'elle n'aurait pas pu nous parler. En effet, Basma souffrait d'une forme aiguë d'autisme, ce qui rend sa mort encore plus cruelle. La violence du crime horrifie toute la communauté. Il s'agissait de la plus grosse enquête de la police de Bellevue à ce jour. C'était un événement exceptionnel qui a secoué ce quartier résidentiel. On avait un triple meurtre dans un quartier chic de Bellevue et aucun suspect. La nouvelle a fait le tour du pays. Les enquêteurs se renseignent sur la famille Raffey à la recherche d'ennemis potentiels. Tariq Raffey était un ingénieur en structure originaire du Pakistan. Lui et sa femme étaient des musulmans pratiquants. Âgé de 20 ans, Basma vivait avec eux car son handicap l'empêchait de mener une vie autonome. Il s'était installé à Bellevue parce que Tariq Raffey venait tout juste d'obtenir un nouvel emploi, ce qui explique la présence des boîtes. Les policiers interrogent les voisins, dont Mark Seidel. As a matter of fact, yeah, I did notice something going on last night. I came out of my house about. We had this one neighbor. Un voisin a dit avoir entendu du bruit un peu après 21 heures. Sometime after 9 o'clock. Bang, bang, bang. Like somebody was pounding. Ça ressemblait un peu à des coups de marteau. Pictures. A-t-il entendu la famille Raffey se faire massacrer? La police reçoit de nombreux appels concernant le meurtre.
On a reçu des centaines d'informations. Quelqu'un a dit avoir vu un homme malveillant dans l'autobus. Il a même noté le numéro du véhicule. Il faut vérifier chaque information pour ne rater aucune piste. Un appel concerne les croyances religieuses impopulaires de Tariq Rafey. Un témoin avait rencontré un chef religieux musulman de Bellevue. Ce dernier souhaitait la mort de Tariq Rafey, qui était ingénieur et un musulman très fervent. Rafey avait écrit des articles qui expliquaient que l'orientation vers l'Est en direction de la Mecque était inexacte. Par conséquent, selon lui, les mosquées n'étaient pas orientées correctement vers la Mecque. Ces déclarations avaient soulevé une grande controverse. Pour prouver cette hypothèse, les enquêteurs passent la scène des crimes au peigne fin à la recherche d'indices sur le tueur. Les enquêteurs concluent rapidement qu'il ne s'agit pas d'un cambriolage qui aurait mal tourné. Quelque chose clochait dans la maison. Les boîtes avaient été renversées, mais rien n'avait été volé. On aurait dit une mise en scène. C'est rare qu'on tue quelqu'un pour un magnétoscope. Les policiers ne découvrent aucun signe d'effraction. Le tueur serait entré par une porte-fenêtre qui n'était pas verrouillée. À l'intérieur de la maison, des empreintes partielles de pieds intriguent les enquêteurs. On voyait un contact entre un pied ensanglanté et le sol. Ce n'était pas l'empreinte d'une semelle. L'individu était pieds nus, ou alors il portait des chaussettes ou des pantoufles sans semelle. Il y avait plusieurs empreintes. L'individu s'était déplacé dans la maison. Les spécialistes analysent de petits fragments d'aluminium retrouvés sur le mur de la chambre de Basma. C'était un alliage d'aluminium typique des bâtons de baseball. L'autre indice qui révélait qu'un bâton a été utilisé comme arme était une tache de sang circulaire sur la moquette de la chambre des parents, près du lit où l'on a retrouvé le père. Il y avait donc deux indices qui désignaient un bâton de baseball comme arme du crime. En plus des éclaboussures sur les murs de la chambre, les enquêteurs remarquent des traînées de sang. On voyait qu'un objet taché de sang avait été frotté sur le mur à l'horizontale. Près du lit, sur le sol, un oreiller est taché par une traînée de sang d'un côté et des éclaboussures de l'autre. Pour les enquêteurs, c'est un indice révélateur et intriguant. Cela signifiait qu'une personne avait enlevé l'oreiller pendant que l'agresseur frappait encore Tariq. Le tueur n'était pas seul, il y avait au moins deux personnes sur les lieux. Une qui soulevait l'oreiller, l'autre qui attaquait. L'absence d'éclaboussures sur un autre mur témoigne aussi de la présence d'un tiers. Un cheveu est retrouvé sur le drap, près du corps de Tariq. Il ne semble pas appartenir à la victime, mais cela devra être confirmé par l'analyse de l'ADN. Dans la salle de bain du sous-sol, les policiers remarquent des taches décolorées à l'intérieur de la douche. On a vaporisé un produit chimique qui réagit au contact du sang. À l'évidence, il y avait eu du sang dans la douche.
La police semble avoir affaire à un assassin des plus audacieux. Le tueur est entré dans la maison, a tué 3 personnes et se sentait assez sûr de lui pour prendre une douche sur place. La douche révèle un autre indice potentiel. On a découvert quelques cheveux dans la base de la douche, pas dans le drain, sur le plancher. On les a recueillis. En tout, 22 cheveux sont analysés en laboratoire. Ils permettront peut-être de prouver la théorie selon laquelle Tariq Rafay avait des ennemis puissants au sein de ses coreligionnaires, qui auraient engagé des tueurs pour liquider sa famille. Cette théorie expliquerait le cheveu retrouvé sur le lit et l'absence d'éclaboussure sur une partie du mur. En attendant les résultats, les policiers ne disposent d'aucune preuve tangible. Autopsy report, guys. Le procureur James Conant participe à l'enquête. Généralement, avant de s'attarder au mobile d'un meurtre, on cherche à comprendre comment il s'est produit. Les autopsies confirment que l'arme du crime est un bâton de baseball et révèlent la fureur des agressions. Le médecin légiste a confirmé que Sultana Rafay a été frappée plus de 2 fois à la tête. Le docteur Tariq Rafay était endormi. Il a reçu plus d'une quinzaine de coups de bâton de baseball. Il n'y a aucun signe de lutte sur les corps de Tariq et Sultana. Les blessures de défense sur les mains et les bras de Basma témoignent de la terreur qu'elle a dû éprouver. Basma a tout entendu. Sa chambre était juste à côté de celle de ses parents. Whoever murdered this family was crazy or had a grudge or was enjoying it. La violence exceptionnelle de l'attaque et le calme du tueur après son crime amènent James Conant à exclure la thèse du tueur professionnel. Un tueur à gages n'ira pas brouiller les pistes en volant un magnétoscope. Et il ne prendra certainement pas une douche sur les lieux du crime pour laisser des indices incriminants. Il arrive, puis il repart. La sauvagerie du meurtre de Tariq Rafay semblait indiquer que l'agresseur était inspiré par une vendetta personnelle. Qui pouvait haïr cette famille à ce point? Les enquêteurs cherchent à blanchir leur seul témoin. En général, on commence par les proches des victimes, puis on s'éloigne. Atif Rafay était un membre de la famille, alors quand il affirme qu'il se trouvait à tel endroit, il faut vérifier si c'est vrai. Les policiers interrogent les personnes qui pourraient se rappeler avoir vu les adolescents le soir du meurtre. Les employés du restaurant les identifient. Le gérant du cinéma confirme également leur présence dans son établissement. On leur a montré des photos et le serveur a raconté qu'il n'arrêtait pas de lui parler. Il essayait de faire son travail, mais Sébastien l'interpellait constamment. Une serveuse du café se souvient également d'eux. Ils ont commandé pour 5 $, mais lui ont laissé un pourboire de 8 $. À tous les endroits, on se souvenait d'eux, ce qui est plutôt inhabituel. Le souvenir des adolescents est si persistant que cela éveille les soupçons. Toutefois, l'examen de leurs vêtements ne révèle rien d'anormal. Robert Thompson désire interroger à nouveau ses témoins. Cette fois, c'est du sérieux. Chief, if you come with me. On voulait les interroger séparément, et on devait commencer par Atif Rafay. Sébastien a beaucoup insisté pour accompagner Atif. Ça m'a semblé étrange. Whatever, okay? We've already told you everything.
Ce n'est pas le seul geste de Sebastian qui étonne les policiers. Cet individu venait d'être témoin du massacre de la famille d'un ami et rien ne l'émouvait. Il ne manifestait aucune émotion par rapport au drame. L'interrogatoire d'Atif sème davantage le doute dans l'esprit des enquêteurs. Well, now that I'm thinking of it, I don't remember seeing my Walkman in my room. Your what? You walk into this house, you see Il entre dans la maison, il voit sa mère assassinée. Il court à l'étage et découvre le cadavre de son père. Il entend gémir sa sœur, mais au lieu d'aller la voir, il se rend dans sa chambre et constate la disparition de son baladeur. Il m'apparaissait très suspect. Atif et Sebastian ne voulaient pas participer. Ils se désintéressaient de l'affaire et se comportaient de manière étrange. Les funérailles de la famille Raffay se déroulent 3 jours après les meurtres en l'absence d'Atif et de Sebastian. Burns et Raffay ne sont pas allés aux funérailles. On a vérifié à la frontière et on a découvert qu'ils avaient quitté le pays en autobus. Il paraissait de plus en plus suspect. Pourquoi n'avaient-ils pas assisté aux funérailles? Pourquoi sont-ils repartis au Canada alors que la famille Raffay arrivait à Bellevue? On avait bien des questions à leur poser. Les adolescents cachent-ils quelque chose? Les policiers de Bellevue doivent suivre Sebastian Burns et Atif Raffay de l'autre côté de la frontière. Toutefois, ils n'ont aucune autorité au Canada. Les policiers dépendent de la coopération de leurs principaux suspects. Je suis allé à Vancouver avec l'enquêteur Thompson pour rencontrer Atif Raffay et Sebastian Burns afin de poursuivre notre dialogue. On les considérait encore comme des victimes de ce drame. Il m'a fermé la porte au nez et a refusé de me parler. Il a ajouté qu'il allait engager un avocat. Ils ont coupé les ponts. Identifier des suspects pour ces meurtres et les voir bien à l'abri dans un autre pays, c'est très très frustrant. Comme ils n'ont plus accès aux suspects, les enquêteurs fouillent leur passé. Ils interrogent des camarades du secondaire qui les décrivent comme des étudiants modèles, intelligents et aimables. Ils viennent tous deux de familles aimantes et stables. Cependant, il y a des notes discordantes dans ces témoignages. Right, so you're describing him as arrogant, odd, and aloof. Une de ses enseignantes du secondaire nous a dit qu'elle n'était pas surprise d'apprendre que Sebastian était soupçonné de meurtre. On a aussi vu dans son album de finissant qu'il avait joué dans une pièce de théâtre intitulée « La corde » sur 2 étudiants qui commettent le meurtre parfait. C'était intriguant et on voulait en savoir plus. Mais il n'y a toujours pas l'ombre d'une preuve. En poursuivant l'enquête, les policiers apprennent que les 2 adolescents nourrissent des ambitions qui demandent beaucoup d'argent. Sebastian et Atif voulaient tourner un film et ils avaient besoin de centaines de milliers de dollars. Ils se retrouvaient avec 500 000 $ environ de la famille d'Atif, soit le fruit de la vente de la propriété, les polices d'assurance et d'autres placements. Pendant ce temps, les suspects font mauvaise impression à Vancouver. Des membres de la famille ont organisé un service commémoratif au Canada. Sébastien et Atif y ont assisté et un journaliste les a abordés pour leur demander pourquoi ils refusaient de parler aux policiers. Atif a éclaté de rire et s'est enfui en voiture.
C'était très troublant de voir le fils d'une famille massacrée quitter le service en ricanant comme un écolier. Ils se mettent également à dépenser l'argent de l'héritage. Même s'ils ont un mobile apparent, les policiers se demandent quand même si les deux adolescents ont pu commettre un crime aussi violent. Jusque-là, les preuves médico-légales ne soutiennent pas cette théorie. Aucune empreinte digitale n'a été relevée sur les lieux du crime. L'analyse des empreintes de pieds n'a rien donné. L'analyse de l'ADN du cheveu trouvé sur le lit du père n'a pas été concluante. De plus, le sang retrouvé dans la douche appartient aux victimes. Il reste aux enquêteurs les 22 cheveux trouvés dans la douche, qui appartiennent sûrement au meurtrier. La dernière personne à prendre une douche a été le meurtrier. On le sait parce que le sang de M. Raffay s'y trouvait. Donc le tueur s'est lavé sous la douche. Comme les cheveux sont pâles, les enquêteurs veulent comparer leur ADN à celui de Sebastian Burns. Sauf que Vancouver se trouve hors de leur juridiction. Ils ne peuvent obliger le suspect à leur fournir un échantillon. Ils font donc appel à la Gendarmerie royale du Canada, la GRC. Les policiers canadiens surveillent étroitement Sebastian et réussissent à recueillir l'échantillon voulu. La GRC a ramassé un mouchoir. On a pu tirer le profil génétique de Sebastian Burns à partir de ce mouchoir. C'est une méthode assez insolite. Les résultats sont positifs. L'ADN sur le mouchoir correspond à l'ADN des cheveux retrouvés dans la salle de bain. Sebastian Burns est fort probablement la dernière personne à y avoir pris une douche. On ne l'a pas pris sur le fait avec son arme à la main, mais c'était ses cheveux et seulement ses cheveux à lui. Convaincus que les adolescents sont coupables et qu'ils ont élaboré leur plan au Canada, la GRC ouvre une enquête. Michael Levine, un spécialiste des opérations d'infiltration, a bien étudié cette affaire. La première phase de l'enquête était la surveillance. Ils ont caché des micros dans leur voiture et leur maison. Ils ont enregistré 4000 heures de conversation entre Sebastian Burns et Atif Raffay. La GRC confirme que les adolescents écrivent bel et bien un scénario. Il s'agit de l'histoire de deux adolescents soupçonnés d'un meurtre qu'ils n'ont pas commis. Les rapports indiquent qu'ils se couchent vers 5 heures du matin et se lèvent en fin d'après-midi. Les deux adolescents sont intelligents, arrogants et nombrilistes. Ils vénèrent les criminels, les gangsters et les hors-la-loi de tout acabit. Toutefois, rien de tangible ne les relie au triple meurtre. Les micros n'ont rien enregistré pour permettre de les accuser. Il fallait une confession. Il faut prendre des mesures plus radicales. Les policiers lancent l'opération d'infiltration Monsieur Big. You believe this? Unbelievable! What's going on? I logged my bloody keys inside. That's your car? Yeah, actually it is. A reverse stinger. Dans cette opération d'infiltration, les policiers se sont fait passer pour des criminels. Ils savaient que Raffay et Burns pensaient que la mafia, les cartels et les gangs de motards, c'était la meilleure vie possible. Listen, I gotta get somewhere. Any chance of a ride, man? Please. Yeah. Oh, thanks. Beautiful. Sure, I'm just parked up here. Le policier se fait passer pour un criminel plus grande nature et tente de charmer Sebastian. Hey, beautiful. Help me out. Nice to meet you. Hi. Le stratagème fonctionne.
Sebastian est impressionné par le personnage coloré qui dit s'appeler Gary. D'autres policiers jouent les amis de Gary. Peu après, Gary présente Sebastian à M. Big en personne. What's all this I hear about you writing a screenplay? Excuse me? Oh, I'm sorry. Oh, these are the guy I told you about. Sebastian? Oh. Well, let me tell you. This is a killer idea, all right? It's very commercial. Murders. Sebastian quitte le bar convaincu d'avoir piqué l'intérêt d'un membre de la pègre qui pourrait lui donner sa chance. Les policiers sont sur la bonne voie. C'était un bâton avec une carotte au bout, c'est-à-dire le film. Pendant l'opération, M. Big, le prétendu mafioso, lui promettait à mots couverts d'investir dans son film s'il prouvait sa valeur. It's working. Definitely. He's loving every minute of it. Nice work, boys. Time to start ramping it up. Sign. And go! 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 Come on, come on, come on! Let's go! Come on! Ils avaient affaire à deux jeunes arrogants à l'ego démesuré. Et ils ont misé là-dessus. Après avoir gagné la confiance de Sebastian, les policiers l'amènent un peu plus loin. I want you to do a job for me. Think you're up to it? Ils ont fait croire à Burns qu'ils étaient de la mafia. Ils l'ont rapidement mis au courant de leurs prétendues activités criminelles. Ils demandent à Sebastian de livrer une voiture volée. Ils ont fait croire à Sebastian qu'il conduisait une voiture volée de Whistler à Vancouver, alors que c'était une voiture qu'ils avaient louée la veille. C'était presque puéril, mais ils savaient à qui ils avaient affaire. Ils étaient devant un égoïste narcissique et ils savaient qu'il allait tout gober. Pour sa mission, Sebastian reçoit $200. Mais la rémunération augmente rapidement. Sebastian est séduit par la criminalité et ses avantages. Time to step it up. You're doing a great job for us. You ready? Yeah. Ils lui ont fait croire qu'il faisait ses preuves pour la mafia, qu'il était une sorte de stagiaire qui allait bientôt faire partie de l'organisation. Sebastian devait gagner leur confiance. Les policiers évoquent la possibilité d'un meurtre. You said to me, there's this family out there, or there's this guy who screwed us around, and we need you to off him. I would have no dilemma about that. Comme la confession se fait attendre, les policiers jouent le tout pour le tout. So you've been reading the paper lately? Yeah, most of it. What do you think? Nothing new, I guess. There's what? Nothing new, I guess. Nothing new. Malgré bien des tentatives, Sebastian n'admet pas son rôle dans l'affaire. Monsieur Big montre alors un faux document qui laisse entendre que la police de Bellevue a des preuves médico-légales l'incriminant. Well, I'll tell you, they're coming to lock your ass up. Here's your friends. Le stratagème fonctionne. Les agents d'infiltration leur ont dit qu'ils craignaient qu'ils parlent à la police. Et ils leur ont demandé des détails sur le meurtre pour faire disparaître les preuves. Dupé par les policiers, Sebastian prend alors une décision. Well, I want your help. Now you need my help. Not you want it, you need it. Sebastian a-t-il assez confiance pour tout avouer?
La police de Bellevue a suivi cette piste jusqu'à Vancouver. Les mois de travail donnent enfin des résultats. What? You like just woke up one fine day and said, hey, let's go off your family and get all the money? Basically, essentially, yeah. How do you do 3 people at once? Not at once. Just one after the other. Well, how do you hit someone with a baseball bat and not have any blood on you? You do it naked. And I took a shower to clean off all the blood and stuff. La confession de Sebastian donne froid dans le dos. Atif passe également aux aveux. How's it feel to kill your parents and my father and sister? Pretty rotten, but it's tempered by the fact that I felt that What? it was necessary to, I guess, achieve what I wanted to So, once we heard their admission, Quand on a entendu leur confession aux agents d'infiltration, qui expliquaient pourquoi ils avaient fait ça et comment ils avaient créé un alibi qui confirmait leur présence ailleurs, ce qui était le plus impressionnant ou déprimant, selon le point de vue, c'est qu'ils avaient été assez téméraires pour mettre leur plan à exécution. Armés de cette confession, les policiers peuvent agir. Oh, what's going on? What's going on here? Oh, what's going on here? Oh, what's going on here? Oh, what's going on here? Whoa, I want to talk to my lawyer. Leur arrestation ne met pas un terme à l'affaire. La police de Bellevue demande que les adolescents soient jugés aux États-Unis. Toutefois, les autorités canadiennes préfèrent ne pas extrader de prisonniers s'ils encourent la peine de mort. Quand ils ont été arrêtés et emprisonnés au Canada, je croyais que ça prendrait 3 ou 4 ans pour les rapatrier, mais il a fallu attendre 6 ans. Quand les autorités américaines acceptent de laisser tomber la peine de mort, la Cour suprême du Canada ordonne l'extradition des suspects vers l'État de Washington. Neuf ans après les meurtres, le procès d'Atif Raffay et de Sebastian Burns commence. Le procureur présente son dossier. L'argent constitue le mobile. Atif Raffay héritait de la maison, du capital de 2 assurances, des épargnes et de tous les biens que ses parents possédaient en fait. Selon le procureur, pour se forger un alibi le soir du meurtre, les adolescents ont fait en sorte qu'on se souvienne d'eux à chaque endroit où ils sont allés. Ils ont même fait une scène au cinéma. Ils ont quitté le cinéma dès que le film a commencé. Ils sont revenus chez les Raffay, ils ont garé la voiture plus loin pour éviter que quelqu'un ne la voie devant la maison. Ils sont entrés et ils ont massacré toute la famille. Selon la poursuite, Sebastian, qui a le plus d'ascendant, est celui qui aurait commis les meurtres. Il a d'abord tué Sultana devant Atif. Tariq, lui, ne s'est même pas réveillé, malgré les coups répétés. Basma a été la seule victime à se défendre, mais en vain. Une fois le massacre terminé, Sebastian a pris une douche. Le procureur mentionne que l'analyse de l'ADN confirme qu'il est la dernière personne à avoir pris une douche et que le sang des victimes s'y trouvait. Il ajoute que les 2 adolescents ont mis en scène un cambriolage. Ensuite, ils sont partis, ils se sont débarrassés de l'arme du crime et sont allés au restaurant pour qu'on puisse témoigner de leur présence. Ils ont laissé un gros pourboire et ont ainsi renforcé leur alibi. Le crime a été planifié et exécuté avec énormément de sang-froid. Okay, let's be honest. Trust is the biggest thing in any business, right? Without any trust, we'll never be able to work together. La confession obtenue grâce à la ténacité des policiers est dévastatrice. Well,
thing, and curious episode what it was. The sister who basically, was standing up and walking around or whatever. So it took a little effort. Quand il y a une confession, il faut qu'il y ait d'autres preuves que les aveux, car les criminels d'expérience ont tendance à mentir lors de telles opérations d'infiltration, parce qu'ils veulent obtenir quelque chose de M. Big. Les avocats de la défense contestent la légalité de l'opération d'infiltration et affirment que les enregistrements des aveux ne devraient pas être admis en preuve. Leur requête est rejetée. Mais ils n'arrivent pas à présenter d'autres coupables au jury. Aucun jury n'aurait pu les disculper. Selon nous, c'était impossible. Le seul problème, vu la durée du procès, était qu'il y ait des allégations concernant le service de police de Bellevue et les agents d'infiltration canadiens qui auraient mal agi en dupant les accusés. Après un procès de 6 mois, le jury ne délibère que 4 jours. We, the jury, find the defendant, Glenn Sebastian Burns, guilty of the crime of murder in the first degree, Atif Ahmed Rafay, guilty of the crime of murder in the first degree. Les deux accusés, qui n'étaient pas majeurs au moment du crime, écopent de 3 peines consécutives de 99 ans de prison. C'est l'orgueil, le narcissisme et l'arrogance de Sebastian qui l'ont mené à sa perte. Il a voulu faire croire qu'il était plus intelligent que les autres, qu'il était capable de cacher son crime aux policiers. Et la personne qu'il a voulu convaincre de cela était un agent d'infiltration. On n'avait pas envie de fanfaronner. On était plutôt triste que 2 jeunes hommes se soient retrouvés dans une situation qui les a menés à massacrer une famille entière. C'est une telle perte. Ils ont vraiment cru qu'ils étaient meilleurs que tout le monde et qu'ils pouvaient commettre un tel crime en toute impunité.